Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est le mercredi 14 septembre et vous êtes dans Dev Café, votre émission autour de l'actualité du développement mobile, et c'est chaque jour à 7h et sur YouTube, mais certains d'entre vous vont me dire non, c'est pas tous les jours parce que hier c'était pas le cas. Et en effet, hier il n'y a pas eu d'émission, tout simplement parce que lorsque hier j'ai fini tout le montage qui m'avait pris une bonne heure et demie, et bien tout le projet a explosé dans Première et je dois avouer que j'avais pas trop la foi pour refaire tout de zéro. Donc c'est pour ça qu'exceptionnellement hier il n'y en a pas eu de numéro, mais rassurez-vous, j'ai essayé de tout faire pour que ça ne se reproduise plus. Comme je vous l'ai dit en introduction, on est le 14 septembre et qu'est-ce qui s'est passé exactement il y a 22 ans, donc c'est-à-dire en 2000, et bien c'était la sortie de Windows Millennium ou Windows ME. Mais bon, on va pas se le cacher, c'était pas une version qui a été très aimée des utilisateurs parce qu'il y avait beaucoup de crash, de problèmes de configuration, de compatibilité, et c'est un peu ce qui a forcé Microsoft à développer un peu plus rapidement XP. Au final, bon anniversaire Windows Millennium, mais bon, tu es pas vraiment dans nos cœurs, on va dire. Sans transition, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne si c'est pas encore le cas. Et ce que je vous propose, c'est que maintenant, on s'intéresse aux actualités du jour. On va non pas commencer par une actualité, mais une petite astuce UX que j'ai découvert au hasard d'un jeu Pokémon sur la Switch. Et en l'occurrence, quand il faut rentrer des codes, c'est souvent compliqué de savoir est-ce que c'est un 0, est-ce que c'est un O, est-ce que c'est un I majuscule, est-ce que c'est un L. Et bien eux, ce qu'ils font dans le jeu Pokémon, tout simplement, ils désactivent par exemple le O ou le I, comme ça on est sûr que il n'y a pas de confusion possible, et je trouve que c'est super intelligent comme manière de faire, et voilà, ça fait une petite astuce UX que peut-être vous pourrez utiliser dans vos applications. Autant la petite astuce pour Pokémon, je vous la recommande énormément, autant le redesign du site The Verge, qui pourtant était une référence, là-dessus, surtout, ne faites pas comme eux. Alors ils ont entièrement refait leur site, comme vous pouvez le voir ici, et ça devient beaucoup plus compliqué à se retrouver dans les différentes informations. Vous voyez, il y a un peu du contenu, parfois c'est à gauche, puis après c'est à droite, etc. etc. Et surtout, alors là c'est pas le cas dans la version qu'on est en train de regarder, mais il y a même un double scroll, où vous ici il y a une sorte de stream qui a son propre scroll, et ici il y a la page en plus. Donc c'est assez mal fait. Ensuite, si on regarde dans la liste des articles, eh bien ça devient beaucoup plus complexe de trouver quel est le titre. Alors ici c'est simple, mais ici vous avez un bloc avec un article, et bien en fait le titre il est juste là. Et comme on peut le voir, c'est pas suffisamment différencié du reste, et de ce fait on a énormément de mal à faire la distinction entre le titre d'un côté et le contenu du reste. C'est assez étrange qu'ils aient mis ça parce que vraiment ils étaient des références là-dessus, et vous voyez d'ailleurs que cette page d'accueil elle est sur un mode sombre. Mais si on regarde quand on clique sur un article, eh bien on tombe sur un mode clair. Il n'y a aucune cohérence, pourquoi est-ce que sur l'un on est en sombre et sur l'autre on est en clair? Essayez de comprendre. Bref, là-dessus, comme je vous ai dit, The Verge, le nouveau site, vous pouvez peut-être aller voir de votre côté, mais honnêtement, c'est une mauvaise idée en termes du UX, c'est même pas une mauvaise idée, c'est plusieurs mauvaises idées UX, donc voilà. Vous pouvez y aller, je pense que ça va devenir un cas d'école. On enchaîne avec un tout autre sujet qui est la validation d'Unicode 15.0, donc c'est la certification de la spec, et en l'occurrence dans Unicode 15, eh bien qu'est-ce qu'il y a? Forcément, il y a des nouveaux emojis, donc je vous les montre. Voilà, ici, il y en a de 1 à 10, et là vous avez la suite. Donc voilà, après, est-ce que ce sera utile ou pas? Ça, ce sera à vous de deviner. Ce qu'il faut savoir maintenant, c'est que certes, l'aspect d'Unicode est disponible, mais vous n'allez pas encore l'avoir dans vos téléphones, vos ordinateurs, parce que finalement, Google, Apple, Microsoft font chacun leur implémentation. Généralement, Google, ce sont les plus rapides, et en plus, ils font ça de manière rétrocompatible. Du côté de chez Apple, généralement, il faut attendre quelques mois, donc peut-être pas la 16.1, peut-être un tout petit peu plus. Et d'ailleurs, la 16.1, je vous en reparle un tout petit peu plus tard. On change de sujet maintenant pour basculer du côté d'Android, et en l'occurrence c'est une actualité qui n'est pas très fraîche puisqu'elle date du mois de juillet, mais c'est tout simplement le projet qui s'appelle Shakopy qui permet de faire du Python sur Android, qui est désormais totalement open source alors qu'avant c'était avec une licence fermée. Concrètement, ce projet il permet d'avoir une interopérabilité entre du Java Kotlin et du Python, donc vous allez pouvoir l'appeler dans un sens ou dans l'autre, et vous allez également pouvoir appeler des packages Python, typiquement OpenCV ou plein d'autres. Si on regarde la documentation, depuis du Python, vous allez pouvoir appeler du Java, et inversement, depuis du Java, vous allez pouvoir appeler du Python. Donc le projet a l'air relativement intéressant, n'hésitez pas à le regarder. On fait un tout petit arrêt maintenant pour s'intéresser aux actualités en bref. Avant de commencer ces news en bref, avez-vous remarqué une différence au cours de ces derniers jours sur Google Maps? Je vous laisse quelques secondes pour chercher.
Pour commencer, Sony Xperia nous avait donné rendez-vous pour une annonce autour du gaming. L'idée d'un PlayStation Phone 2 était séduisante, mais il n'en sera rien. En effet, il s'agit à la place d'un accessoire pour son dernier smartphone qui est une sorte de ventilateur à placer au dos de l'appareil avec une connectique HDMI et USB-C. On continue avec le Dynamic Island des iPhone 14 Pro qui n'aura pas uniquement fait frémir la communauté Apple puisque côté Android, des timers ont déjà reproduit un semblant d'interface pour les téléphones Xiaomi. Encore en cours de validation, le thème semble tout de même bien abouti. Sur un tout autre sujet, après l'incendie de février 2021 des data centers d'OVH à Strasbourg, l'entreprise a inauguré hier son nouveau site accueillant 16 000 serveurs sur 1700 m², une taille qualifiée de petite par Octave Klaba. Alors que de plus en plus de navigateurs utilisent Chrome comme moteur de rendu, voici un petit nouveau dans l'arène, Ladybird. Il s'appuie sur les moteurs LibWeb et LibJS fournis par Serenity OS. Parlons maintenant hardware, puisque selon des informations de The Verge, la division en charge de la création de Chromebook chez Google a été dissoute et les employés redirigés vers d'autres branches. Cela fait suite à un changement de direction en interne visant à réduire les coûts. Vous pensiez la marque Kodak complètement morte? Eh bien la société chinoise qui exploite son nom a décidé de lancer des télévisions en Inde. Certains doivent probablement se retourner dans leur tombe. Et pour conclure, avez-vous trouvé le fameux changement sur Maps? Depuis quelques semaines, le marqueur rouge a en effet légèrement été modifié. Pas sûr que cela en valait un article dédié. Cette dernière partie d'actualité est plutôt du côté de l'écosystème Apple, et comme vous le savez bien, depuis le début de la semaine, il y a iOS 16 qui est sorti, et on va s'intéresser à une nouvelle fonctionnalité autour d'iOS 16 qui est le copier-coller. Alors auparavant, ce qui se passait quand vous faisiez du copier-coller, vous aviez juste une sorte de bulle qui vous disait telle application a copié le contenu du presse-papier. Et depuis iOS 16, il faut carrément donner la permission pour que le copier-coller puisse fonctionner. Et a priori, les utilisateurs trouvent ça relativement embêtant. Ce changement-là, il est bien oui et non, parce qu'il y avait certaines applications qui, auparavant, en fait, faisaient du copier-coller dans le presse-papier sans que l'utilisateur puisse dire non, je le veux pas. Le problème de maintenant, c'est que il va falloir donner tout le temps la permission, ce qui est plutôt embêtant. Voilà, c'est un des premiers retours négatifs qu'il peut y avoir sur iOS 16 de la part des utilisateurs. Ensuite, la question qui se pose naturellement, c'est autour de la prochaine version, donc iOS 16.1. Généralement, elle sort fin octobre, et finalement, Apple vient de nous donner un petit indice comme quoi ça pourrait sortir en novembre, donc je vous explique ça. Ils ont sorti une nouvelle vidéo autour de la communication par satellite, qui est une des grosses fonctionnalités des nouveaux iPhones, et en l'occurrence, cette fonctionnalité-là, elle n'est pas encore disponible. Et il va falloir attendre iOS 16.1, et justement dans cette vidéo, ils disent à partir du mois de novembre. Donc a priori, la 16.1 sortira au mois de novembre et non pas en octobre comme c'était précédemment le cas. Pourquoi est-ce que je vous glisse cette information-là? Parce que les API de Live Activities arriveront normalement en même temps que la 16.1. Et qu'est-ce que c'est que les Live Activities? Ce sont les widgets qui s'affichent sur l'écran de déverrouillage et qui sont en plus dynamiques, mais c'est aussi le Dynamic Island qui est donc ce qui arrive là sur le notch avec les notifications améliorées. Donc tout ça n'arrivera finalement qu'au mois de novembre, donc c'est un peu dommage qu'il faille attendre autant de temps. Toujours sur iOS 16, une nouvelle version de Safari est sortie, et par conséquent de WebKit également, donc WebKit c'est le moteur de rendu. Au niveau des nouveautés, elles avaient déjà été présentées au mois de juin, mais là où c'est intéressant, c'est au niveau du Web Push qui va arriver uniquement sur macOS et sur la version donc 16 de Safari. Le Web Push, c'est un standard qui permet d'afficher des notifications que le navigateur soit ouvert ou non. Donc ça, maintenant, Safari va le supporter, sachant que les autres navigateurs le font depuis un petit moment. Mais par contre, le petit dommage, c'est que ça ne va être disponible que sur macOS. Pour ce qui est d'iPadOS et d'iOS, il va falloir attendre 2023. Est-ce que ce sera iOS 17 ou une version d'iOS 16? On ne sait pas vraiment, mais en tout cas, pas à court terme. En même temps qu'iOS 16, il y a une nouvelle version de Swift qui est sortie, c'est la 5.7. Alors très rapidement, si on regarde les fonctionnalités, il y a une liste ici et je reviens tout de suite sur le iflet, mais un tout petit peu plus tard. Pour ce qui est de la développeur expérience, d'une manière générale, c'est plus rapide et ça a été réécrit ou optimisé. Pour ce qui est de la complétion de code, ça s'améliore et ça devient un tout petit peu plus intelligent. On a ici une méthode qui s'appelle add et qui prend des arguments différents, donc soit des entiers, soit des strings. Auparavant, si vous commenciez à écrire ici que c'était un entier, il ne savait pas deviner par lui-même que le second devait être nécessairement un entier. Donc désormais, ce sera le cas. Si on continue autour des nouveautés de la 5.7, il y a des améliorations au niveau du gestionnaire de package et de Windows en général, je ne reviens pas dans les détails. Ici par contre, il y a une nouvelle librairie, mais je vous en parle dans 2 secondes. Auparavant, on va s'intéresser au iflet, qui est quelque chose de très fréquemment utilisé en Swift. Et le code que vous voyez ici, il permet de dire « crée-moi cette variable » uniquement si celle-ci est différente de nulle.
Donc là, en l'occurrence, ça porte le même nom, et on peut le faire même plusieurs fois. Donc ça, en fait, c'est un if et un autre if. Et vous voyez que c'est relativement long à écrire, donc on aurait pu aussi l'écrire de cette deuxième manière, mais A et B, c'est pas très compréhensible. Et finalement, la nouvelle écriture de Swift 5.7, et ici le if let foo va nous permettre de dire, eh bien, entre les accolades, je suis sûr que c'est différent de nul, et en plus, c'est ma bonne variable ici. Il n'y a pas besoin de tout réécrire comme c'est écrit là. Une autre nouveauté, ça concerne pas vraiment le mobile, mais plutôt un déploiement sur des serveurs où vous avez ce qui s'appelle le Swift Distributed Actors. Dans la 5.7, il y a la spec de ces Distributed Actors, et ici dans ce GitHub, vous avez un exemple d'implémentation qui est pour le moment en version bêta, et l'idée de la nouvelle spec, c'est qu'auparavant vous aviez un mot-clé qui s'appelait Actor qui maintenant se décline en Distributed Actor, et vous aviez vos méthodes qui se déclinent aussi en Distributed Func, et l'idée c'est tout simplement que quand vous allez appeler par exemple une Distributed Func, soit ça s'exécute sur la machine, soit sur une autre machine distante qui est disponible à tel ou tel moment. Voilà, donc c'est une des autres fonctionnalités, pas forcément utile pour le développement sur les iPhones, sur les iPads, etc., etc. Et on termine avec une API météo que Apple propose désormais qui s'appelle WeatherKit et qui fonctionne autant sur iOS, iPadOS, etc. que via une API en REST, donc n'importe qui peut l'utiliser. La seule contrainte, c'est qu'il faut un compte développeur Apple. Et l'avantage, c'est que vous avez droit à 500 000 appels gratuits, sinon ça devient payant, mais vous avez déjà payé finalement avec votre compte Apple développeur, donc c'est pas vraiment gratuit. La raison pour laquelle je vous en parle, c'est qu'auparavant c'était en bêta, et dans la bêta tout était gratuit, maintenant ça devient payant. Si vous cherchez une alternative en gratuit, il y a OpenWeather qui pour le coup, eux, donnent 1 million d'appels par mois, mais vous êtes limité sur le nombre d'appels chaque minute. Donc voilà, à vous de voir qu'est-ce que vous préférez utiliser. Juste avant de conclure, on va s'intéresser au sondage que je vous avais proposé dans l'émission précédente, et en l'occurrence c'était autour de l'accessibilité dans les applications et dans vos projets, et je vous demandais, est-ce que vous, c'est plutôt une obligation ou quelque chose que vous passez pas beaucoup de temps dessus, et finalement voilà vos réponses. Donc si on regroupe les réponses entre elles, à peu près dans 25% des cas, c'est un sujet relativement important. Par contre, dans 10%, vous n'en avez absolument rien à faire. Et à peu près, c'était ce que j'imaginais. Pour 40%, c'est vous faites ce que vous pouvez. C'est pas une priorité, mais vous essayez de le prendre en compte autant que possible. Et malheureusement, ça reste une priorité qui est plutôt en fin du backlog pour encore quand même pas mal de monde. Voilà, c'était tout ce qu'il fallait retenir sur cette accessibilité. Le sondage du jour s'intéresse à Android 13 et iOS 16 qui sont sortis là très récemment, et ma question elle est plutôt pour vous côté utilisateur. Est-ce que quand une nouvelle version comme ça sort, une nouvelle version majeure, est-ce que vous êtes plutôt vite je la télécharge, ou au contraire est-ce que vous prenez votre temps? Donc vous allez me dire ça dans ce petit sondage, ça se passe dans la partie communautaire. Si toutefois vous savez pas où trouver cette partie communautaire, il y a un lien dans les commentaires ou dans la description. Voilà, c'était tout ce qu'il fallait retenir de l'actualité de ces 2 derniers jours. N'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo si ce contenu vous a plu. Bien évidemment, moi je vais tout faire pour que le problème d'hier sur Premiere ne se reproduise plus, parce que c'est quand même pas mal embêtant. Comme tous les jours, moi je vous donne rendez-vous sur cette même chaîne aujourd'hui à 12h30 pour un tuto autour de je ne sais pas quoi, parce que je n'ai pas encore décidé quel serait le sujet. Et sinon je vous donne rendez-vous bien demain matin à 7h sur cette même chaîne pour un nouvel épisode de Dev Café. Et en attendant, je vous souhaite une super bonne journée.